Bienvenue dans la balado en tête à tête avec la migraine. Je m'appelle Olivier Lapointe et je vais être votre animateur pour cet épisode. Plusieurs connaissent des médicaments qui permettent de casser une crise de migraine, mais c'est pas tout le monde qui sait qu'il existe aussi des traitements préventifs qui permettent d'avoir moins de crises au bout de la ligne. Mais quand un médecin vous prescrit un médicament préventif, on peut être parfois surpris de constater qu'il s'agit d'un médicament qui est souvent utilisé pour traiter d'autres maladies, comme par exemple la dépression. On va parler de tout ça aujourd'hui avec notre invité, Dr. Heather Pym, qui est neurologue spécialisée en médecine des céphalées, professeure adjointe en neurologie à l'Université de Montréal. Elle est aussi directrice de la clinique des céphalées du CHUM, ainsi que présidente chez Migraine Québec. On va parler de ces traitements préventifs de première intention et du chemin que doivent souvent parcourir les gens qui sont touchés par la migraine avant d'accéder aux thérapies qui sont plus nouvelles comme les anti-CGRP. Merci, Dr. Pym, d'être ici avec nous à nouveau. On vous a déjà reçu pour parler des casse-crises, toutes les classes de médicaments qu'on utilise quand on est en pleine crise, ou du moins quand on sent qu'elle va commencer, parce que je me rappelle du conseil bien avisé que vous aviez donné aux gens de les prendre dès que possible. Mais il y a aussi toute cette classe de médicaments qui sont davantage préventifs. En fait, si je vous lançais la question générale, c'est quoi la différence entre un casse-crise et un médicament préventif? C'est une bonne question et je pense que c'est la base. Donc, la casse-crise, prenons la migraine. On va reculer un peu. La migraine étant une maladie qui évolue par crise. Donc, les gens qui commencent à avoir la migraine, assez souvent, c'est des crises très épisodiques. Donc, on veut s'assurer qu'à chaque fois que la crise se déclare, quelqu'un a un agent pour le casser et retourner ultimement à leur vie. Par contre, quand on a souvent des crises, puis des fois, c'est pas très souvent, mais même penser à une crise par semaine, mais une crise à un tel point que vous n'êtes pas capable de fonctionner. Bien, à ce moment-là, on veut mettre de l'emphase sur la prévention. Mm-hmm. Et il y a des gens aussi que c'est pas juste une fois par semaine. Des fois, c'est 2, 3, 4 fois par semaine. Et donc, s'ils prennent leurs agents casse-crise à tous ces moments-là, ces personnes-là vont avoir des risques de céphalée médicamenteuse, un sujet qui revient souvent dans notre discours parce que c'est un problème très fréquent au niveau mondial, mais surtout les gens qui ont la migraine sont plus sujets à avoir des céphalées médicamenteuses. Donc, pour éviter ça et pour améliorer le fonctionnement et la qualité de vie de la personne, on va suggérer des traitements préventifs, c'est-à-dire des traitements à prendre à tous les jours pour non seulement prévenir les crises, mais que les crises résiduelles soient moins sévères et que les agents casse-crise fonctionnent mieux. Puis, ma question, vous y avez un peu répondu en donnant l'exemple d'une personne qui a une crise par semaine, mais qui est importante puis qui nuit à son quotidien. Mm-hmm. C'est une personne qui pourrait entrevoir, évidemment, avec l'aide de son médecin, la prise d'un traitement préventif. Mais où ça se trouve, là, cet équilibre-là? Parce qu'il y a des gens qui vont faire 1 ou 2 crises par année. Il y a des gens qui vont faire plus de 15, pour qui c'est une situation qui est très, très fréquente, plus de 15 par mois. C'est où un médecin ou une neurologue comme vous va mettre la ligne. Vous êtes un patient pour qui je recommanderais un traitement préventif, ou alors on va seulement se concentrer sur casser les crises lorsqu'elles se présentent. C'est où qu'on se met à penser à la prévention? C'est vrai que c'est pas simple. Parfois, c'est pas simple. Et on a des lignes directrices canadiennes qui nous guident. Donc, en automne 2024 est sorti des nouvelles lignes directrices concernant la prévention de la migraine. Et il y a quand même des suggestions. Par exemple, quelqu'un qui aurait plus que 8 crises par mois, c'est clair, c'est quelqu'un qui pourrait bénéficier d'un traitement préventif. Que les agents casse-crise fonctionnent ou pas, parce que 8, on s'approche du 10 jours. On veut rester en bas de 10 jours de prise de casse-crise pour ne pas avoir de risque de céphalée médicamenteuse. Donc, si on est à 8, on peut dire, mais pourquoi pas 9, pourquoi pas 7? Il faut utiliser son jugement, mais les lignes directrices ont bien dit que 8 ou plus, c'est quelqu'un qui pourrait bénéficier d'un agent préventif. Regardons un peu moins que ça, donc moins que 8, mettons 4 ou plus. Mais il y a quand même, les agents casse-crise ne fonctionnent pas parfaitement bien. Donc, ils vont toujours traîner un petit handicap associé à leur crise. Et donc, même s'ils font moins que 8 jours, on suggère un agent préventif justement pour qu'ils soient plus fonctionnels, on améliore leur qualité de vie et les agents casse-crise risquent de mieux fonctionner.
Et complètement l'autre versant, l'autre spectre, c'est quelqu'un qui a des crises très peu fréquentes, même en bas de 4 jours, mais que les casse-crises ne fonctionnent pas, où il y a un handicap très important. J'ai déjà eu un patient qui avait un aura migraineux avec des symptômes visuels très importants, presque aveuglants. Pour au moins 1 heure, la personne ne pouvait pas se rendre au travail. Si elle était au travail, il a fallu qu'elle se retire de son milieu. Elle n'était pas fonctionnelle cette journée-là, puis ça lui arrivait au moins 1 fois par semaine. Donc, si elle avait un agent casse-crise qui fonctionnait, on n'en parlerait pas d'agent préventif. Mm-hmm. Mais quand l'impact est sévère, on va oser le mentionner, le suggérer, même si les crises sont peu fréquentes. Il y a 2 gros critères, vous me corrigerez, c'est la fréquence des crises, parce qu'on ne veut pas que la personne, même si les casse-crises sont efficaces, en prenne trop. Mm-hmm. Puis, il y a les gens qui en font moins, qui pourraient être appelés à prendre un traitement préventif, mais chez qui? Soit les symptômes sont très, très importants ou surtout que les casse-crises ne fonctionnent pas. Exactement. Puis la beauté de la chose en migraine, c'est qu'on peut avoir une discussion avec la personne devant nous. À mon avis, c'est très important que la personne qui vit avec la migraine s'implique et soit en fait le chef de leur maladie. T'sais. On veut leur guider, mais on veut que la personne prenne la bonne décision pour elle. Et donc, c'est discutable. Mettons, je rencontre quelqu'un pour la première fois, puis là, je leur explique pourquoi un agent préventif serait une bonne idée, à mon avis. Mais là, la personne est réticente. Tu sais, prendre un médicament tous les jours, ça ne me tente pas trop. Mais on peut se laisser un peu de temps. Tu sais, prendre ce rendez-vous-là comme moment pour éduquer la personne, même peut-être leur référer à Migraine Québec pour avoir des informations supplémentaires. Il y a aussi des pages de soutien en partage Migraine Québec où ils peuvent parler avec d'autres personnes qui vivent avec la maladie. Et là, on revoit la personne. Et là, la personne se sent plus confiante dans leur décision de dire « Je pense que vous avez raison. Je vois que vous voulez pour mon bien. Puis oui, je suis prête à commencer un agent préventif. » Vous dites probablement, certainement pas ça pour rien. C'est sûrement quelque chose que vous avez vu souvent, c'est fréquent. Les gens qui ont un peu cette réticence-là de se dire je vais prendre un médicament de plus, je vais le prendre de façon régulière. Jours, pour le restant de mes jours. C'est sûr que, tu sais, en vieillissant, on s'y attend qu'à un moment donné, on va peut-être avoir un médicament à prendre pour maladie XYZ. Mais il ne faut pas oublier que la migraine va atteindre des personnes relativement jeunes, habituellement entre 20 et 40 ans. Juste de recevoir un diagnostic à cet âge-là, c'est comme décevant. Donc, en plus de leur dire, puis en plus, il faudrait que vous preniez quelque chose à tous les jours, sont pas contents. C'est une déception, en fait. Ils comprennent, mais on nuance. Hein? C'est pas la vie ou la mort, la migraine. Hein? C'est la qualité de vie, le fonctionnement. Mais c'est pas pour rien qu'on dit que la maladie, la migraine a un handicap, bien, potentiellement un handicap si on le soigne pas bien. Donc, c'est vraiment de passer le message puis de s'assurer que la personne est à l'aise avec leur décision de commencer un traitement préventif. Puis une fois que la personne est à l'aise, puis qu'on commence un traitement préventif, son médecin va généralement commencer avec quel type de médicament? Encore là, si on regarde, il y a différents outils sur lesquels on peut se baser, les lignes directrices canadiennes. Puis il y a un outil qui est tout nouveau, qui est sorti en septembre 2025 par l'INES, qui va guider les médecins de famille ou les professionnels de la santé de première ligne à instaurer un traitement de première ou de deuxième ligne. C'est souvent avec les antidépresseurs tricycliques. Puis on peut nuancer tantôt de pourquoi les antidépresseurs, parce que ça aussi, il y a un degré de déception qui vient avec ça. L'autre classe de médicaments, c'est les antihypertenseurs, donc un médicament qui a été conçu pour baisser la pression artérielle, ou bien il y a un autre type qui va plus jouer sur le rythme cardiaque. La personne ne va pas accélérer le rythme du cœur autant qu'avant. Et la troisième classe, une classe qu'on aime un peu moins puis qui a perdu en faveur selon les nouvelles lignes directrices, c'est les anticonvulsivants ou les antiépileptiques. Donc, bien évidemment, on vient de diagnostiquer la migraine, puis là, on leur propose des médicaments pour la dépression, la pression, l'épilepsie. C'est pas rare que les gens sont mêlés, puis ils réagissent comment, les gens, quand on leur dit ils sont venus consulter pour la migraine, puis on dit on va faire un traitement préventif qui va faire, vous allez avoir moins de crises, vous allez prendre un médicament pour la pression artérielle ou encore
pour la dépression, est-ce que des gens, par exemple, pour la dépression, ils vont percevoir, est-ce que mon médecin pense que la migraine, c'est dans ma tête? Est-ce qu'il y a une fonction psychologique à mes crises? Est-ce que c'est une perception que les gens ont des fois? C'est absolument ça. Puis la première chose que j'essaie de faire, et avec la personne devant moi, ainsi que les gens qui nous écoutent, c'est de leur rassurer, vous avez tout à fait raison, d'avoir ce sentiment-là. Et non, bien, la migraine, oui, elle est dans la tête, c'est une maladie neurologique. Donc, c'est un problème de sensibilité au niveau du cerveau qui fait en sorte que quand le seuil est bas, la crise va se déclencher. Donc, quand on donne des antidépresseurs, des antihypertenseurs ou des anticonvulsivants, ce qu'on veut faire, c'est prendre le mécanisme d'action de ces traitements-là pour réduire la sensibilité au niveau du cerveau pour que les crises soient moins fréquentes. Donc, on rend la carapace plus épaisse. Et là, la crise ne peut pas survenir parce que là, on contrôle mieux la sensibilité. Et prenons l'exemple des antidépresseurs tricycliques. Ça joue sur la sérotonine, la norépinéphrine. Là, je lance toutes sortes de mots techniques. Mais la réalité, c'est que ça gère une chimie qui est débalancée dans le cas de la migraine. La même chose avec les antihypertenseurs. On sait maintenant que la migraine, c'est une maladie neurovasculaire. Donc, il y a un aspect avec les cellules du cerveau, mais aussi un aspect avec les vaisseaux, les artères. C'est pas pour rien que quand quelqu'un est en crise de migraine, on ressent comme un cœur qui bat dans la tête, les vaisseaux dilatent, ils pulsent. Et en ouvrant comme ça, bien, il y a comme un genre de soupe inflammatoire qui est relâchée, qui, en fait, perpétue la crise, si je peux l'expliquer comme ça. Donc, donner un antihypertenseur ou un médicament qui va mieux contrôler le rythme cardiaque, encore là, ça stabilise les vaisseaux. Et pour les antiépileptiques, bien, l'épilepsie, à la base, n'est pas si différente que la migraine si on regarde sur une base cellulaire. Tu sais, il y a comme une irritabilité, puis avec les anticonvulsivants, on maîtrise mieux ça, puis on a moins de crises. Donc, il y a une bonne raison. C'est ce que vous disiez. Bien, en fait, c'était jamais notre outil préféré à cause d'un mauvais profil de tolérabilité. Mais si je suis honnête, ça fonctionne bien pour les gens qui peuvent tolérer. Et c'est là où la bas blesse, c'est que assez souvent, les gens ne tolèrent pas. Et quand on n'avait aucun autre outil après les anticonvulsivants, bien, il a fallu qu'on réinvente la roue puis qu'on retourne à un autre antidépresseur ou un autre antihypertenseur. Mais là, il y a toute une autre génération de médicaments qui s'est offert à nous depuis 2018, les anti-CGRP. Et donc là, la recommandation est, on essaie 2 agents préventifs, habituellement les antidépresseurs tricycliques, les antihypertenseurs. S'il y a une contre-indication, par exemple, on traite souvent des jeunes femmes. La migraine affecte 3 femmes pour un homme. Et donc, les jeunes femmes ont souvent la pression basse. Et donc, parfois, les antihypertenseurs, je ne peux pas me le permettre parce que je vais trop baisser la pression et elle peut perdre connaissance. C'est exactement la question que j'avais en tête. Je me disais, quelqu'un qui on prescrit ça, qui a déjà une pression très santé, 120 sur 80, je ne suis pas sûr des chiffres, mais il me semble que j'ai ça en tête. C'est parfait. Est-ce que j'avais la question à propos de est-ce que ça pouvait, puis vous y répondez, ça pourrait la faire baisser, donc ça serait peut-être pas l'idéal, mais mon autre question, si on revient encore sur les antidépresseurs, est-ce que la personne qui s'en fait prescrire pourrait avoir l'inquiétude aussi à propos des effets secondaires, c'est-à-dire j'ai pas de problème de dépression, qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur mon humeur? Qu'est-ce que ça fait quand on prend des antidépresseurs puis on n'en a pas besoin pour la dépression, on en aurait besoin pour prévenir la migraine? Est-ce qu'il y a des effets secondaires à ça? Bien, je pense qu'il y a deux réponses à la question. En fait, j'essaie de rassurer les gens parce qu'il demeure qu'il y a certaines personnes qui répondent très bien aux antidépresseurs, puis ils s'améliorent au moins de 50 puis ils n'ont pas les effets secondaires. OK? Un effet secondaire, c'est un effet secondaire potentiel. Ce n'est pas garanti. Et donc, j'essaie de leur demander d'avoir un peu d'ouverture et de dire, sachez que je veux améliorer votre qualité de vie, mais ici, on ne traite pas la dépression. Ici, on traite la migraine. Et donc, les doses que je vais vous offrir ne sont pas des doses antidépressives. C'est des doses moindres, une fraction de dose, qui est vraiment là pour stabiliser votre cerveau, pour traiter la migraine, pour prévenir la migraine. Donc, ici, je ne traite pas, je vous ai même pas évalué pour un problème de santé mentale, mais ça ne va pas nuire à votre santé mentale non plus. On
utilise vraiment des petites doses en migraine ou des relativement petites doses. Et dans ce sens-là, sont habituellement bien tolérés, mais si on doit augmenter les doses ou si la personne est très sensible aux effets secondaires, ce qu'on voit le plus fréquemment avec les antidépresseurs, c'est la constipation, la sécheresse buccale, la sécheresse des yeux et une augmentation de l'appétit. Et si les gens se laissent faire puis mangent, bien, ils vont prendre du poids. Donc, c'est habituellement, tu sais, quand on va à la pharmacie, ils vont nous sortir une belle liste de plein de choses. Et je lance souvent le défi à la personne, mais vous allez peut-être trouver mot de tête dans la liste, là, ce qui n'est pas tout à fait logique, mais sachez que ces listes-là sont faites pour protéger de façon médico-légale. Mais ce qu'on voit le plus fréquemment en clinique, c'est ce que je vous ai présenté. Et là, je leur dis, moi, je veux pour votre bien, je veux pas que vous soyez inondés d'effets secondaires. Donc, si c'est le cas, on va se reprendre, on va dire, non, on a essayé ça, j'ai gardé des effets secondaires plus que les bénéfices, donc on va passer à une autre étape ou à un autre choix. Justement, ça se produit comment? Si on parle un peu du fil du temps, on convient ou la personne est d'accord à prendre un traitement préventif. Souvent, comme vous le dites, on commence par un médicament qui peut avoir une autre utilité comme l'hypertension, comme évidemment les médicaments pour la dépression. Est-ce que ça marche souvent du premier coup? Est-ce qu'on a souvent à faire un deuxième essai? Combien de temps on essaie? Comment ça se passe typiquement pour une personne qui commence? L'impression que j'ai, puis c'est sûr que j'ai un biais de pratique, au CHUM, on reçoit des situations qui sont un peu plus récalcitrantes. Et les gens qui sont déjà en migraine épisodique fréquente, c'est-à-dire, tu sais, au moins 7 jours, là, 7 à 14 jours, même migraine chronique, plus que 15 jours. Souvent, les traitements de base de première ligne ont déjà été essayés ou ils ne sont pas suffisants. Tu sais, la maladie est à un point tel qu'on a besoin d'autre chose. Il reste que parfois, on utilise des traitements pour des comorbidités de migraine, des conditions qui s'apparentent à la migraine. L'exemple que je peux donner, avec les antidépresseurs tricycliques, un effet secondaire très commun, c'est la somnolence. Et donc, les gens qui ont des problèmes de sommeil qui accompagnent leur migraine, ça peut être un choix très intéressant parce qu'ils prennent ça le soir, ça les aide à dormir, avoir un sommeil plus réparateur et en même temps, la migraine est mieux maîtrisée. Donc, des fois, on va aller chercher des effets secondaires pour nous aider. Ou si on regarde, il y a des gens qui font beaucoup de ce qu'on appelle la tachycardie, le rythme cardiaque qui est rapide. C'est des gens qui sont de base un peu nerveux. Et donc, de donner un bêta-bloqueur, qui est un agent antihypertenseur, peut les aider à se calmer puis aussi avoir moins de migraine. Donc, des fois, les effets secondaires viennent nous aider. On prend une courte pause qui me permet de vous parler d'un service offert chez Migraine Québec, le programme d'autogestion de la migraine. Il s'agit en fait d'une formation unique au Québec qui se veut un complément essentiel à votre suivi médical. Dans la formation, on vous propose différentes stratégies pour reprendre le pouvoir sur la migraine. En tant que co-autrice du programme d'autogestion de la migraine, je peux vous assurer qu'on a choisi les informations les plus pertinentes pour vous et que tout a été démontré scientifiquement pour que ce soit bien efficace pour avoir une meilleure gestion de la migraine. Ce programme est offert 100% en ligne. Vous trouverez tous les détails au www.migrainequebec.org et profitez du code promo BALADO10. De retour maintenant à notre invité. Mais encore une fois, est-ce que ça marche parfois du premier coup? Le premier traitement préventif qu'on essaie, on va Des fois, ça voir marche. Oui. Il y a des sensiblement gens... moins de crises, moins fréquentes. Absolument. Puis le barème qu'on met, c'est 50 Ça a l'air un peu aléatoire, mais pour que quelqu'un soit justifié dans sa prise quotidienne d'un traitement, je veux au moins qu'il soit mieux de 50 ou plus et que le traitement soit bien toléré. Puis, c'est quand même assez fréquent qu'on doit en essayer un deuxième? Assez fréquent. Tu sais, j'ai pas vraiment de statistiques là-dessus. Là. Il y a des gens qui répondent quand même bien. Le problème que je vous dirais, c'est pas... Il y a des gens qui vont répondre très, très bien à un antidépresseur comme du premier coup. Puis on finit là, on les retransfère à leur médecin de famille qui va represcrire, puis on les revoit au besoin. Puis cette personne-là risque de prendre le médicament pour des années de façon définitive, en fait. C'est à voir, parce que la migraine, si on prend du recul, puis on regarde la migraine à travers la vie de quelqu'un, il peut avoir beaucoup de variabilité. Donc, il y aurait peut-être des moments dans la vie où ils n'auront pas besoin de leurs médicaments. Donc, moi, ce que je dis à la personne, c'est que si vous voyez que vous avez quasiment plus de migraine,
ça serait pas mauvais qu'on le réduise tranquillement, même qu'on l'arrête et qu'on observe. Et si jamais la migraine revient en force de façon importante, on peut toujours reprendre le même traitement. Puis, est-ce que c'est le médecin de famille d'habitude ou c'est le médecin de famille qui va diriger vers un neurologue pour faire ces traitements de prévention-là? Au Québec, on a une centre de distribution des consultations qui demande qu'il y ait au moins 2 agents préventifs essayés avant d'avoir recours à une expertise neurologique. OK. Et la raison pour ça, c'est que la migraine affecte 14 de la population. C'est 1,3 million de Québécois, Québécoises. On n'est pas assez de neurologues. Non seulement ça, on est encore moins qui ont un intérêt particulier pour les maux de tête. Donc, de penser qu'on va avoir un diagnostic et un suivi à vie par un neurologue spécialisé en migraine, c'est pas réaliste de un. Puis je pense pas que c'est de cette manière-là qu'on va aider le plus de personnes possible. Je pense que l'idéal, c'est que quelqu'un consulte. Vous avez des maux de tête récurrents, ça devient un problème, votre fonctionnement est atteint, consultez. Habituellement, c'est avec la première ligne, que ce soit avec un médecin de famille, une infirmière ou un infirmier praticien. Ils vont juger si c'est bon ou pas de commencer un traitement préventif. Et s'il y a des échecs à au moins 2 agents, là, la porte ouvre pour une opinion neurologique. Des fois, les neurologues vont justement instaurer des traitements plus ciblés, comme les anti-CGRP. Et là, avec les améliorations du côté administratif de ces traitements spéciaux, il y a possibilité qu'une fois que la maladie est stabilisée, qu'on retransfère la personne à leur médecin de famille avec comme une politique de porte ouverte. Tu sais, je suis prête à revoir la personne advenant une détérioration de la maladie ou si vous avez une question, etc. Je pense qu'il faut qu'on travaille en équipe au Québec parce qu'il y a trop de personnes qui vivent avec la migraine. Si vraiment on veut aider le plus de personnes possible, c'est comme ça qu'on va devoir fonctionner. Mais on va parler justement des anti-CGRP. Je pense que c'est assez fréquent. J'ai l'impression que ça peut être utile et efficace, mais en fait, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Puis pourquoi, si c'est efficace, c'est pas la première option qu'on offre à une personne comme traitement préventif? Mm-hmm. C'est toutes des très bonnes questions. Donc, les anti-CGRP sont... Il y a plusieurs motivations en arrière de trouver des nouvelles thérapies. Premièrement, on a parlé des antidépresseurs tricycliques, les antihypertenseurs, les anticonvulsivants. Mais la réalité, c'est qu'on traite une maladie chronique. Donc, on va vouloir que la personne garde la médication à plus long terme. Au moins, je t'attends que leur maladie soit stabilisée. La réalité, quand on regarde les statistiques, c'est qu'il y a moins que 20 des gens qui vont garder ces traitements oraux jusqu'à 1 an. À cause d'inefficacité, à cause de mauvaise tolérabilité. Mm-hmm. Et donc, il y avait un besoin. Tu sais, on récupérait les gens plus tard, puis ils disaient, j'ai abandonné parce que j'avais encore trop de migraines, puis je tolérais très mal. Non seulement ça, avec le travail sur la biologie de la migraine, on comprend mieux c'est quoi les cascades, les séquences, le problème chimique de la migraine. Et là, on a pu développer des traitements ciblés, entre autres sur le CGRP, mais il y a d'autres molécules qui sont à l'étude actuellement. Et quand on prend les anti-CGRP, on va vraiment aller viser comme un petit monstre qui est relâché lors de la migraine, qui est élevé dans le sang lors de la migraine pour le contrôler. Donc, ça contrôle globalement la maladie. Donc, ça marche mieux et c'est mieux toléré. Donc, on a gagné un outil, puis on a gagné un outil mieux toléré que les agents oraux qu'on donne en première et deuxième intention. Donc, ma question... Pourquoi pas? Pourquoi, exactement. C'est efficace pour contrôler le petit monstre. Ça existe depuis combien de temps, d'ailleurs? On a eu notre premier anticorps monoclonal Erenumab en décembre 2018. Je me souviens comme si c'était hier, parce qu'il y avait une longue file de gens qui attendaient avec grande anticipation, puis avec raison. Parce que vous saviez que ça s'en venait. Ah oui. Les gens attendaient ça. On savait que c'était déjà disponible aux États-Unis. On voyait les résultats. On voyait les profils de tolérabilité très positifs. Donc, il y avait énormément d'espoir. Puis, on n'a pas été disappointés. C'est pas un miracle. Puis, je me garde un petit gêne parce qu'il y a même des gens qui ne répondent pas aux anti-CGRP. Mais il reste que je reviens à mon analogie de boîte à outils.
il y a un outil supplémentaire qui est disponible, qui est ciblé sur la maladie qu'on traite et qui est bien toléré en général. Donc, les gens vont être portés à les garder plus longtemps. Donc, on va avoir un meilleur contrôle de la maladie, qui est une maladie chronique, qui affecte la majorité des gens tout au long de leur vie. Fait que ça ne fonctionne pas. Vous avez eu la prudence de dire que ce n'est pas un miracle non plus, mais ça ne fonctionne pas nécessairement pour tout le monde, mais ça fonctionne bien pour bien des gens. Oui, puis là, la question, tu sais, je reviens à la question que je ne réponds pas depuis tantôt. Oui. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir des gens, est-ce que ça vous arrive que les gens fait. le connaissent, ce médicament-là ou cette classe de médicaments-là, puis vous la demandent directement, alors qu'ils n'ont pas fait le processus d'essayer d'autres médicaments dont on a parlé tout à l'heure pour l'hypertension, pour la dépression, tout ça? Oui, puis j'ai souvent la question. Donc, s'il n'y avait aucune limitation budgétaire ou autre, qu'est-ce qui serait mon premier choix? Ça serait un anti-CGRP, que ça soit un anticorps monoclonal ou un GEPAN, mais surtout pour les gens qui ont une maladie plus sévère. Et c'est un point qu'on a essayé de faire valoir à l'INES quand ils faisaient leurs recommandations à la RAMQ. Malheureusement, ça n'a pas passé, mais à Migraine Québec, on est persistant. On va essayer de continuer à se battre pour les personnes qui vivent avec la migraine, parce que la migraine épisodique fréquente et la migraine chronique ont un fardeau d'incapacité plus important que les gens qui vivent avec la forme épisodique peu fréquente. Et d'avoir à essayer des antidépresseurs, des antihypertenseurs, des anticonvulsivants, ça prend du temps. Hein? Donc, tout ce temps-là, si on tombe direct sur quelque chose qui fonctionne, tant mieux. Mais la réalité, quand la maladie est sévère, c'est que ces choix-là sont rarement seuls à aider la personne. Donc, il faut faire des essais-erreurs. Et tout ce temps-là, la personne est moins fonctionnelle. C'est pour ça qu'on voulait avoir la permission de commencer avec un anti-CGRP pour les gens plus atteints. Ce n'est pas le cas. Donc, actuellement, ce qu'on doit faire, c'est d'avoir un essai à au moins 2 agents préventifs avant d'avoir accès à un anti-CGRP. Et c'est une question du fait que les autres agents qu'on avait peuvent être très efficaces pour certaines personnes. Donc, je ne pense pas qu'il faut voir ça avec une grande déception. Ça peut être un outil intéressant et parfois même complémentaire à un anti-CGRP. Donc, l'anti-CGRP, la possibilité s'ouvrira après 2 échecs d'agents préventifs antérieurs ou les choix oraux qu'on avait. Donc, c'est un passage obligé, la plupart du temps, d'essayer d'autres médicaments. Puis ça peut, vous l'avez dit, ça peut fonctionner aussi. Ça se peut qu'on ne se rende pas jusqu'au bout des essais, c'est-à-dire qu'on ne se rende pas aux anti-CGRP si ça fonctionne avec d'autres médicaments. Ça peut être complémentaire. Donc, comme j'ai dit dans un autre exemple un peu plus tôt, si quelqu'un prend un anti-CGRP puis ça marche pour réduire la fréquence, l'intensité de leur migraine, mais demeure avec un problème d'insomnie, bien, un antidépresseur tricyclique peut venir nous donner un coup de main. On peut combiner. Tu sais, chez quelqu'un qui aurait, je ne sais pas chez tout le monde, puis je ne veux pas faire de promotion, que l'anticonvulsivant qu'on utilise le plus souvent s'appelle le topiramate. Pour certaines personnes, ça enlève la faim puis ça les aide à perdre du poids. C'est reconnu que les gens qui sont sédentaires, qui ont un surplus de poids, ça peut contribuer à la migraine chronique. Donc, vous voyez où je m'en viens, là. C'est quelqu'un qui aurait un anti-CGRP qui va avoir quand même un effet positif, mais il reste qu'une perte de poids pourrait aider également. Le choix du topiramate pourrait être là. Tu sais, peut-être à petite dose, pas des grosses doses qui vont induire des effets secondaires. Donc, tu sais, moi, la façon que je vois ça, c'est qu'on a des choix. L'aspect positif, là, ultimement, c'est qu'on a des choix, puis on peut aller choisir des choses selon la personne qu'on a devant nous, puis leur profil. Donc, c'est un gros avantage d'avoir plusieurs outils. Puis quand un traitement préventif fonctionne, vous avez parlé tout à l'heure de 50 de moins de crise ou même plus, hein, c'est-à-dire moins de crise au bout de la ligne, on peut quand même faire des crises. Et quand elles se produisent, est-ce qu'on peut combiner avec des casse-crise? On en a fait un épisode au complet, mais c'est pas parce qu'on prend un traitement préventif qu'on prend plus de casse-crise quand les crises se présentent. Oui, c'est une question qu'on a fréquemment, puis les deux sont complémentaires. Donc, le fait qu'on va prendre un traitement régulièrement, c'est pour prévenir, mais ça ne guérit pas la maladie. Le 50 % ça semble un peu arbitraire, mais avant qu'un traitement soit accepté sur le marché, il faut démontrer une certaine efficacité. Donc, on met la ligne à 50 %. Il faut que la majorité des gens aient un bénéfice de 50 % au plus et que ça soit bien toléré avant que ça soit approuvé comme traitement.
Puis, on en a parlé un peu. On peut supposer que lorsqu'on prend un traitement préventif, on ne le prendra pas nécessairement toute notre vie, mais en même temps, je ne sais pas si vous allez comprendre ma question, mais si le traitement est efficace, comment on pourrait en venir à le cesser? Parce qu'on ne sait pas si c'est parce que je fais moins de crises ou c'est le traitement qui m'empêche de faire moins de crises. Avec le médecin, pourquoi on pourrait en venir à dire on va cesser le traitement préventif parce que tu n'es peut-être plus autant touché par la migraine que tu l'étais? Mais je pense que ça s'illustre peut-être bien avec un exemple. Donc, si je vois quelqu'un, puis on se rencontre pour la première fois et on détermine avec le calendrier qu'il y a 20 jours de migraine par mois, disons. Et on essaie des traitements et on arrive à une recette où on est resté avec un anti-CGRP. On n'a pas parlé de toutes les différentes formes. Il y a des formes injectables, il y a des formes intraveineuses, il y a des formes qu'on peut prendre oralement à tous les jours. Donc, disons, on a un de ceux-là, puis là, on baisse à 7, 8 jours par mois. Le temps avance, on garde les traitements un peu plus longtemps, puis on voit même que la fréquence s'amoindrit avec le temps. Pourquoi? Parce que les gens ont une meilleure qualité de vie, ils prennent moins de casse-crise, il y a moins d'éléments de rebond, ils dorment mieux, sont plus actifs. T'sais, vous voyez, c'est un atout. Et donc, avec le temps, disons, ils restent avec 2 crises par mois après 50 traitements. Ça pourrait être envisageable d'arrêter à ce moment-là pour dire, est-ce que je suis à un moment de ma vie actuellement où ma migraine est aussi importante que ça l'était il y a 5 ans? Donc, les traitements peuvent être arrêtés. Pour les anticorps monoclonales, l'avantage, ça se sève très, très doucement dans le système. Les gépants, donc il y a un gépant préventif, l'atogépant ou la marque c'est Qulipta, on l'arrête en dedans d'une semaine, il ne reste plus grand-chose, mais là, on observe comment j'y vais. Et parfois même, juste le fait de prendre moins d'agents casse-crise, d'avoir une meilleure qualité de vie, meilleure hygiène de vie, tu sais, tout ce qu'on a développé à travers 5 ans, que la migraine ne va pas revenir à 20 jours par mois. Mais c'est à voir. Mais c'est pourquoi pas essayer? Il n'y a pas de crainte à faire ça. On peut toujours reprendre les traitements. Et parfois, la question qu'on a, mais si j'arrête, est-ce que la RAMQ va me réassurer? Est-ce que mon assureur va me rassurer? Et la question est oui, parce qu'ils vont même nous remercier d'avoir testé si le traitement est encore nécessaire. Donc, ça peut se faire. Il n'y a aucun problème avec ça. On aime ça, terminer un épisode avec un message lancé par notre invité. Si vous aviez à donner un conseil ou à lancer un message à quelqu'un qui hésite à se lancer dans un traitement préventif, qu'est-ce que vous lui diriez? Première chose, c'est de développer une bonne ligne de communication avec la personne qui vous soigne. Parce que si vous n'avez pas confiance dans l'outil qu'il vous propose, ça se peut que ça va moins bien. Il faut vraiment avoir une confiance et sachez que on est là pour vous informer. Migraine Québec est là pour vous informer, pour vous épauler. Puis, il faut être bien dans sa décision et il y a plusieurs options. Donc, si option 1 n'est pas la bonne option, ni l'option 2, il y a peut-être option 3, 4 qui va être un succès. Donc, il ne faut pas perdre espoir. L'avantage de nos jours, c'est qu'on a des outils, on a des bons outils, des outils ciblés sur la maladie qu'on n'avait pas il y a quelques années. Donc, à mon avis, la migraine, c'est une maladie neurologique, oui, mais c'est une maladie neurologique traitable. Et donc, faut garder espoir. Ça termine en beauté notre épisode. Merci, Dr. Pim. C'était très, très intéressant encore une fois. Merci pour votre temps. Merci aux gens qui ont pris le temps de nous écouter. Allez sur le site web de Migraine Québec. Vous allez avoir plus d'informations sur nos invités. Il y a plein d'informations pour vous. Écoutez les épisodes qu'on a déjà enregistrés. Tenez-vous au courant de ceux qui vont sortir bientôt. Merci à nos commanditaires. C'est important pour moi de les signaler et de les souligner. AbbVie, Lundbeck, Pfizer et Teva. On se voit bientôt pour un autre épisode.